le monde entier pensait que le Sahel serait ruiné. Pourtant, il vient de lancer un modèle économique que personne n'avait vu venir. Imaginez la scène. En 2026, alors que le monde financier s'attendait à un effondrement total, l'Alliance des États du Sahel enchaîne les méga-projets industriels sans le moindre prêt des institutions internationales. À Paris, à Londres, à New York, les analystes sont sous le choc. Comment un groupe de nations africaines, fragilisées par des décennies de dettes et de dépendance, a-t-il pu non seulement survivre à des sanctions brutales et au gel de ses réserves, mais surtout bâtir une économie autonome et florissante? Depuis toujours, on répétait qu'aucun pays en développement ne pouvait financer sa croissance industrielle majeure sans s'endetter lourdement auprès des grandes banques mondiales. Quand les sanctions sont tombées, la théorie dominante était simple. Le Sahel allait sombrer en quelques semaines, incapable de résister sans l'aide extérieure. Mais à la place de la faillite annoncée, on assiste à la naissance d'une puissance industrielle financée par ses propres ressources, loin de la tutelle de la finance internationale. C'est tout le paradigme du développement qui est bousculé. Le Sahel n'a pas simplement survécu à l'isolement, il a transformé la crise en opportunité, en s'appuyant sur ses richesses réelles, l'or du Mali et du Burkina Faso, l'uranium et le pétrole du Niger, les minéraux stratégiques du Sahara. Face au gel de leurs comptes en devises, ces nations ont compris que leur véritable capital restait dans leur sol. Plutôt que de mendier des lignes de crédit, elles ont mobilisé leur or, leur pétrole, et réécrit les règles du jeu pour financer des infrastructures colossales, sans conditions extérieures ni dettes toxiques. Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement de l'argent. C'est le pouvoir de décider de son avenir, la maîtrise du temps et des priorités nationales, la réputation sur la scène mondiale et surtout la souveraineté retrouvée. Si vous ratez cette révolution silencieuse, vous risquez de passer à côté d'un modèle qui pourrait bien redéfinir le futur du développement global. Mais comment le Sahel a-t-il concrètement opéré cette bascule radicale? Pour percer ce mystère, il faut revenir à la racine du modèle économique sahélien. Et si la vraie richesse n'était pas ce qu'indiquent les comptes en devises? Et si, au lieu de mesurer la prospérité d'un pays à sa capacité d'emprunter, il fallait regarder ailleurs, vers la terre, le sous-sol, et ce que l'on possède vraiment? Pendant des décennies, le Sahel a été piégé dans l'engrenage de la dette. Les institutions internationales n'offraient qu'une seule voie, s'endetter, puis rembourser, souvent avec des intérêts qui étranglaient tout espoir de développement. Pour ces pays riches en or, en uranium, en pétrole, la richesse semblait paradoxalement inaccessible. Le capital, ce n'était jamais ce qu'ils extrayaient, mais ce qu'ils arrivaient à emprunter. Et ce capital, contrôlé par d'autres, les tenait en laisse. Mais qu'est-ce que cette richesse, exactement, si elle n'est qu'une promesse, un simple chiffre dans une banque loin d'ici? Les règles qui définissaient la valeur d'un pays étaient dictées par ceux qui tenaient les cordons de la bourse mondiale. La dette est devenue l'outil parfait pour imposer des choix, dicter des politiques et empêcher l'émancipation. Résultat, le Sahel, bourré de ressources, regardait sortir ses lingots, ses minerais, ses hydrocarbures, pendant que la population restait dépendante de financements extérieurs pour construire des routes, des écoles ou des hôpitaux. Mais au fil des années, sous la pression d'un isolement grandissant et de sanctions économiques de plus en plus lourdes, une prise de conscience s'est opérée. Une question simple, presque naïve. Pourquoi mesurer notre avenir à l'aune de ce que nous devons et non de ce que nous possédons vraiment? Ce déclic a ouvert la voie à une réévaluation radicale du capital national. Les vrais actifs n'étaient plus les lignes de crédit, mais les trésors enfouis. Or, uranium, pétrole, minerais, qui étaient pour la plupart restés intouchés ou exploités par d'autres, grâce à des codes miniers hérités de l'époque coloniale ou forgés sous influence étrangère. Ces textes, pensés pour attirer l'investissement extérieur, faisaient la part belle aux multinationales, reléguant l'État à un rôle de figurant dans la gestion et le partage de ses propres richesses. En 2026, l'Alliance des États du Sahel a décidé de rompre avec cette logique. Face à la crise, ils n'ont pas choisi la soumission, mais l'audace. Ils ont compris que les ressources du sous-sol n'avaient de valeur que si elles profitaient en priorité à la nation et à ses citoyens.
Cette nouvelle conscience nationale autour des ressources naturelles a tout changé. L'or, l'uranium, le pétrole n'étaient plus seulement des matières à extraire, mais le socle d'une souveraineté à réinventer. Refuser de comprendre ce tournant, c'est rester prisonnier de la vieille logique, celle d'une dépendance subie, d'une richesse fantôme, sans maîtrise réelle. Mais la question qui brûle toutes les lèvres, c'est celle-ci. Comment ce changement de paradigme a-t-il été rendu possible, légalement et concrètement? Quelles lois, quels mécanismes ont permis au Sahel de transformer son potentiel en pouvoir réel? C'est ce que nous allons voir, maintenant. Ce n'est pas juste un coup de chance, c'est une révolution juridique et industrielle. Tout a commencé par une bataille sur le terrain du droit. Les dirigeants de la Fédération du Sahel ont compris que pour échapper au piège éternel de la dette, il fallait reprendre le contrôle de la ressource à la racine, le sous-sol. Alors, ils ont réécrit de fond en comble leur code minier. Le principe? Désormais, impossible d'exploiter une mine d'or ou d'uranium si l'État et les communautés locales ne détiennent pas au moins 35% de participation. Une part irréductible, non négociable. Pour les grands groupes, c'était la fin de l'ère des concessions à sens unique. Pour le peuple, c'était le début d'une nouvelle ère, celle où la richesse reste sur le sol où elle a été créée. Mais la révolution ne s'est pas arrêtée là. Fini les exonérations fiscales extravagantes qui siphonnaient les recettes nationales. Les multinationales ont dû s'habituer à payer leurs taxes. Mais pas en devises, pas sur des comptes gelables à New York ou à Paris. Non. La taxation se fait désormais en or physique. Chaque lingot entre directement dans les coffres de la Fédération, à l'abri des gels ou des manipulations financières étrangères. C'est ce qu'on appelle le Golden Shield, un bouclier d'or, impossible à confisquer, qui protège la souveraineté de l'économie sahélienne. Imaginez la scène. Alors que le monde entier prédisait l'effondrement sous les sanctions, le Sahel a fait exactement l'inverse. Les réserves d'or ont commencé à s'accumuler à une vitesse inédite. Ce trésor, impossible à geler, impossible à dévaluer, est devenu la pierre angulaire d'une nouvelle architecture financière. Les revenus autrefois engloutis dans les paradis fiscaux sont désormais canalisés directement vers les caisses nationales, où ils servent à financer les infrastructures, routes, centrales électriques, pipelines géants. Les chantiers sortent de terre, financés non pas par l'aide extérieure ou des prêts toxiques, mais par la richesse réelle du territoire. Évidemment, au début, certains experts occidentaux ont crié à la folie. Ils prévoyaient une fuite massive des investisseurs. Mais la réalité a démenti leurs pronostics. Pourquoi? Parce que la Fédération possède l'un des sous-sols les plus riches du XXIe siècle. Et parce qu'elle a mis en place des règles du jeu claires, transparentes, stables, bref, un terrain où les partenaires sérieux peuvent prospérer si, et seulement si, ils respectent la souveraineté du Sahel. Le Golden Shield va encore plus loin qu'un simple coffre-fort. Il permet de bâtir un système financier indépendant des anciens maîtres du jeu. Grâce à ses réserves d'or, la Fédération a créé un fonds fédéral de développement qui ne dépend d'aucun aval extérieur. Plus besoin de passer par les marchés obligataires ou les banques occidentales, les contrats industriels sont garantis directement par l'or physique. Lorsqu'un consortium d'ingénierie asiatique vient construire un pipeline ou une raffinerie, il ne reçoit pas de promesses ni de titres de dette, mais un accord d'échange. Technologie contre livraison garantie d'or ou de minerais raffinés, à des prix transparents et validés par le marché international. C'est la naissance d'un circuit fermé, autonome, à l'abri des sanctions et des blocages financiers. L'or sert de collatéral, mais aussi de boussole. Il stabilise la nouvelle monnaie fédérale, il inspire confiance aux investisseurs nationaux comme étrangers, et il ancre le développement dans le réel. Plus personne ne peut couper le Sahel du monde, car tout repose sur la ressource la plus universelle et la plus indiscutable, l'or physique. Rater comment un pays peut se libérer de l'emprise étrangère, c'est rater la recette de l'indépendance. La Fédération du Sahel n'a pas simplement résisté. Elle a inventé un bouclier qui rend obsolètes les anciennes armes de la finance mondiale. Mais, avec ses coffres remplis d'or,
et une nouvelle loi du sol, la fédération pouvait-elle aller encore plus loin? Le Sahel ne demande plus de prêts. Il paie avec ce que le monde désire vraiment. Ce basculement, discret mais radical, a bouleversé toutes les règles du jeu financier. L'Alliance des États du Sahel ne se tourne plus vers les banques occidentales, ni vers les marchés obligataires internationaux pour financer son développement. Fini le temps où l'on attendait la validation d'institutions étrangères, où chaque projet d'infrastructure dépendait d'un prêt conditionné à des réformes dictées de l'extérieur. Aujourd'hui, la donne a changé. Le Sahel s'appuie sur l'actif le plus convoité au monde, son or physique et ses ressources minières stratégiques. Le cœur de ce nouveau modèle, c'est la création d'un fonds fédéral de développement, entièrement garanti par l'or détenu dans les coffres de la Fédération. Ce fonds, contrôlé localement et transparent, devient le moteur d'un investissement interne massif. Il n'obéit à aucun diktat venu d'ailleurs. C'est la richesse des sols sahéliens qui sert de garantie et de levier. Les intérêts des projets de développement ne quittent plus les frontières. Ils restent, irriguent l'économie et financent écoles, hôpitaux, routes ou industries nouvelles. Pour la première fois, le cycle de la richesse est bouclé à l'intérieur du territoire. Mais la véritable révolution se joue dans la manière de commercer avec l'extérieur. Au lieu de vendre ses matières premières pour de la monnaie étrangère qui repart aussitôt, la Fédération négocie désormais en direct avec ses partenaires, notamment ceux de l'Est. Besoin d'un pipeline, d'une raffinerie ou d'un réseau électrique? Les discussions se font actif contre actif. L'ingénierie, la technologie et le matériel lourd sont obtenus en échange de contrats à long terme sur l'or raffiné ou les minéraux stratégiques, au prix du marché international. Ce modèle met de côté les circuits bancaires occidentaux, si faciles à bloquer ou à taxer d'un simple clic depuis une capitale lointaine. Ici, les transactions passent par des mécanismes alternatifs, hors de portée des sanctions. L'argent n'est plus abstrait, il est tangible, adossé à des actifs que nul ne peut geler ou dévaluer arbitrairement. C'est le contournement stratégique de la finance mondiale. Pendant que les pipelines physiques évitent les frontières hostiles, les flux financiers du Sahel naviguent désormais en dehors des radars traditionnels. Ce choix n'est pas sans conséquence. En s'affranchissant des réseaux classiques, le Sahel s'expose à l'hostilité de ceux qui, hier encore, tenaient les rênes du crédit mondial. Mais cette autonomie monétaire change radicalement la donne. Grâce à l'accumulation méthodique de l'or, la monnaie fédérale n'est plus soumise aux caprices des marchés. Pour la première fois, les citoyens et les investisseurs voient dans la fédération une économie solide, ancrée dans la réalité, et non plus une promesse lointaine adossée à une dette sans fin. L'or, dans les coffres, devient l'encre de confiance qui stabilise la monnaie et garantit la trajectoire de développement, même sous pression internationale. Ce processus n'a pas seulement une portée économique. Il envoie un message fort au reste du continent et au monde entier. L'Afrique intérieure n'est plus une périphérie exploitée, mais un centre de décision. En démontrant que l'on peut industrialiser, investir et croître en dehors des circuits imposés par d'autres, la Fédération du Sahel invite chaque nation à repenser le rapport à la souveraineté, à la richesse et à l'avenir. Mais attention, ignorer cette stratégie, c'est courir le risque de se retrouver dépassé, de perdre l'accès aux nouveaux marchés, à l'innovation, à la capacité d'influencer le futur. Les règles changent vite. Ceux qui refuseront d'adapter leur rapport à la richesse africaine pourraient bientôt constater qu'ils n'ont plus leur mot à dire dans la nouvelle architecture financière mondiale. La logique du fonds fédéral et du commerce direct, adossé à l'or, n'est pas qu'une parade défensive, c'est la fondation d'une nouvelle ère. Une ère où le Sahel n'attend plus la permission d'agir, mais impose ses propres critères. Ce mouvement d'affranchissement, pierre après pierre, construit la forteresse de l'indépendance économique, sociale et politique. Mais quel est l'horizon final de cette révolution silencieuse? L'indépendance, ce n'est pas seulement dire non, c'est créer son propre système. Voilà la vraie révolution du Sahel en 2026. Face à l'étau des sanctions et à l'isolement imposé de l'extérieur, le pari n'a pas été simplement de résister, mais de réinventer l'écosystème financier. Le cœur de cette transformation? Le Fonds fédéral de développement.
Ce n'est plus une caisse sous tutelle, ni un compte surveillé par des institutions lointaines. C'est un moteur d'investissement interne, pensé par et pour les citoyens du Sahel. Grâce à l'or extrait sous des codes miniers souverains, ce fonds dispose d'une garantie réelle, solide, qui lui permet de générer du crédit sans jamais dépendre des conditionnalités étrangères. Fini le temps où chaque projet d'école, d'hôpital ou de route devait passer par le filtre d'experts venus d'ailleurs, s'accommoder à des plans définis par d'autres, ou se plier à des taux d'intérêt qui étranglaient le développement. Désormais, chaque franc investi au Sahel est adossé à la richesse du sol africain, revient à l'économie locale et renforce le cycle vertueux de l'indépendance. C'est tout simple. La valeur reste à la maison, les intérêts financent d'autres projets, et le peuple voit directement le fruit de ses efforts. Mais la vision va encore plus loin. Car à quoi sert de contrôler sa richesse si l'on reste soumis à la monnaie d'autrui? La préparation d'une nouvelle monnaie régionale, indexée sur l'or, c'est la suite logique de cette émancipation. On ne parle plus de dédollarisation ou de sortie du franc CFA comme un simple slogan. Ici, il s'agit de bâtir une devise sahélienne dont la force ne dépend ni des marchés extérieurs, ni de la volatilité des puissances étrangères, mais des réserves tangibles du pays, l'or, l'énergie et les ressources naturelles. Cette monnaie, pensée et forgée au cœur du continent, devient le symbole et l'outil ultime de la souveraineté retrouvée. Et ce bouleversement ne passe pas inaperçu. Pour la première fois depuis des générations, la population ressent cette confiance nouvelle. Chaque effort, chaque initiative a enfin un avenir stable. Les investisseurs régionaux, longtemps méfiants, reviennent. Les talents, jusque-là poussés à l'exil, voient naître de vraies opportunités. Ce n'est plus un rêve porté par quelques dirigeants, mais un mouvement collectif, palpable dans les rues de Bamako, Niamey ou Ouagadougou. Au-delà des frontières du Sahel, c'est une dynamique qui inspire déjà d'autres régions d'Afrique. Car si le Sahel a pu briser le cycle de la dette et s'affranchir des conditionnalités étrangères, pourquoi pas le reste du continent? Ne pas saisir cette opportunité serait une erreur historique. Rester dépendant des systèmes monétaires imposés, c'est accepter de toujours jouer selon les règles des autres. C'est risquer de voir ses ressources, son temps, son pouvoir et même sa réputation servir d'abord les intérêts extérieurs. Mais ici, la leçon est claire. La seule voie vers la vraie souveraineté, c'est de construire, pas de quémander. Le Sahel, autrefois simple spectateur du jeu financier mondial, en devient aujourd'hui l'un des nouveaux arbitres. Les anciennes armes de la finance mondiale, contrôle du crédit, manipulation monétaire, sanctions, perdent leur efficacité face à une économie ancrée dans ses propres valeurs et pilotée par ses propres institutions. Le bouclier d'or n'est plus seulement une réserve défensive, c'est le socle d'une nouvelle devise et l'assurance que le développement futur ne se décide plus ailleurs, mais bien ici. On arrive donc à la grande question. Quelles leçons en tirer? Et surtout, quelle part chacun peut-il prendre dans ce nouvel élan? Parce que cette histoire n'est pas écrite pour rester une exception. C'est une invitation à réinventer, partout, la souveraineté financière et l'autonomie collective. Alors, que retenir et comment agir à notre tour? C'est ce que nous allons voir tout de suite. L'Afrique intérieure n'est plus à vendre, elle est à l'avant-garde. C'est un basculement que peu avaient vu venir. Là où certains annonçaient le chaos et la ruine, le Sahel, uni sous la bannière de l'Alliance, a orchestré une renaissance silencieuse mais implacable. En quelques années, les places financières de Bamako, Niamey et Ouagadougou bourdonnent d'une nouvelle énergie, symbole d'une souveraineté retrouvée. Fini le temps où l'on venait piller ou dicter la marche à suivre. Ici, la région impose désormais ses propres règles, taillées dans la rigueur et la solidarité. Cette histoire ne se limite plus à une question de gestion de la dette ou de survie économique. C'est désormais une leçon d'autodétermination pour tous les peuples qui cherchent à sortir du piège de la dépendance. Le bouclier d'or, forgé par l'Alliance, n'est pas qu'un outil fiscal. C'est le manifeste d'un continent qui refuse de troquer son avenir contre des promesses extérieures. L'Afrique intérieure a prouvé que la richesse de son sol, une fois maîtrisée par la volonté des siens, peut financer un rêve collectif sans se vendre à la logique implacable des intérêts étrangers.
Mais attention, ce modèle nouveau, cette architecture financière indépendante, ne saurait rester un secret bien gardé. Le risque, aujourd'hui, c'est de laisser filer cette opportunité historique, de ne pas s'inspirer du Sahel, alors même que son exemple démontre que l'autonomie n'est pas qu'un slogan. Rater le momentum, ce serait permettre au vieux système de reprendre la main, de refermer la fenêtre d'émancipation qui vient de s'ouvrir, et de laisser l'Afrique intérieure replonger dans l'ombre de la dépendance et du doute. Ce qui est en jeu dépasse l'économie. Il s'agit de reprendre la maîtrise de notre argent, de notre temps, de notre réputation, de notre souveraineté. Chaque projet financé en fonds propres, chaque pipeline, chaque usine sortie de terre, n'est pas juste une victoire technique, c'est un acte de foi envers l'avenir, une preuve que le continent peut, par la discipline et l'unité, s'affranchir définitivement du statut de pourvoyeur de matières premières. Le message est sans appel. La force d'un peuple réside dans sa capacité à écrire sa propre histoire, à refuser les modèles imposés et à transformer l'adversité en atout. Le Sahel a su le faire. Demain, c'est peut-être à d'autres régions d'emboîter le pas. Mais cela n'arrivera que si chacun se sent concerné, si cette nouvelle ère est partagée, discutée, adaptée et finalement réappropriée. Alors, la question est simple. Allons-nous regarder ce bouleversement comme un simple épisode, ou allons-nous nous en inspirer pour bâtir, nous aussi, une souveraineté à la hauteur de nos ambitions? Le Sahel ne s'est pas contenté de survivre à l'isolement. Il a bâti le socle d'une civilisation capable de dire non aux diktats et oui à sa propre vision du futur. Voilà la vraie victoire. Avoir montré que la dépendance n'est pas une fatalité, que la maîtrise de ses richesses et de son destin est possible, ici, maintenant. Merci d'avoir suivi ce voyage au cœur de la révolution sahélienne. Si cette histoire vous inspire, partagez-la, discutez-en autour de vous. L'avenir appartient à ceux qui osent rêver, mais surtout à ceux qui transforment ce rêve en réalité. L'Afrique intérieure n'est plus l'arrière-cour de l'économie mondiale. Elle s'impose comme le nouveau centre, debout, lucide et fier. N'oubliez pas, l'histoire ne s'écrit qu'une fois. Saisissez le moment, car il n'attend personne.